Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, il est 13 h, voici les titres de votre journal. Nous irons à Toulepleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où la mairie vient de se doter d'un hôtel de ville d'un coût total d'environ 150 millions de francs CFA. L'ouvrage, fruit du jumelage des mairies de Cocody et de Toulepleu, a été inauguré hier samedi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nous irons ensuite en France dans ce journal pour prendre part au 55e salon de l'agriculture de Paris-Versailles. La Côte d'Ivoire y est représentée par Mamadou Sangafoa Coulibaly, le ministre de l'Agriculture, et Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques. La sécurité maritime est une préoccupation pour la Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, le pays veut tirer toute l'expérience de l'expertise du Portugal en la matière. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a échangé hier avec son homologue portugais, José Lopez. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré une production de 711 236 tonnes de noix de cajou, représentant la moitié de la production de l'Afrique de l'Ouest et près du quart de la production mondiale. Le pays conserve ainsi sa position de premier producteur mondial. Mais de source officielle, la fuite de la production ivoirienne de noix de cajou a atteint un record de plus de 100 000 tonnes ces 4 dernières années. La campagne 2018 de commercialisation s'est ouverte le 15 février dernier avec un prix plancher de 500 francs CFA le kilogramme et l'État veut atteindre 1 million de tonnes d'ici à 2020. C'est bien cela, monsieur? Monsieur. Merci d'être venu. Vous êtes Aboubacar Diaby, le président des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Je serai avec vous dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Avant, je vous le disais en titre, la mairie de Toulepleu vient de se doter d'un hôtel de ville. L'ouvrage flambant neuf aura coûté environ 150 millions de francs CFA et il a été inauguré hier samedi par Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République. Eve Boué, notre correspondante dans la région, indique que ce bâtiment est le fruit du jumelage des mairies de Cocody et de Toulepleu. C'est un hôtel de ville ultramoderne tout équipé qui concentrera désormais les administrations de la mairie. Les populations de Toulepleu dans toute leur diversité sont sorties massivement pour exprimer leur joie et leur fierté devant ce joyau, fruit du jumelage entre les communes de Cocody et de Toulepleu. Environ 150 millions de francs CFA ont été déboursés pour sa réalisation. Les filles et fils de notre département, au-delà d'être des témoins de la réception des clés et de l'inauguration de notre nouvel hôtel de ville, ont décidé d'exprimer du fond de leur cœur leur gratitude, leur reconnaissance et leur remerciement. Dans ce jumelage, la commune de Cocody a fait preuve d'une attention particulière à la limite du partenariat à l'endroit de Toulepleu. Un bel exemple de coopération sud-sud pour l'entraide et les échanges à promouvoir. Cocody entend encourager et poursuivre ce genre d'initiative, facteur de cohésion sociale et d'intégration nationale. Cocody souhaite ardemment que ce modèle de solidarité prospère davantage pour le grand bien de nos populations et pour ce faire, invite l'ensemble de nos communes, les communes de Côte d'Ivoire, à s'inscrire dans cette vision. Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il constate des visu que la région du Cavalier est en train d'embarquer dans le train de l'émergence. Mais pour faire plus, a-t-il insisté, il faut la paix. Et je voudrais réitérer mon appel pour la paix, pour le dialogue et l'entente. On appelle à l'union de toutes les filles et de tous les fils des 4 départements du Cavalier. Seul gage d'un développement durable de cette belle région. La région du Cavalier pourra alors servir d'exemple à tout le Grand Ouest et pourquoi pas à toute la Côte d'Ivoire. Cette région doit devenir le Far West de la Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie d'inauguration, la place publique de Toulepleu a été baptisée Place Alassane Ouattara.
D'Abidjan à Toulepleu, c'est 598 km de route, un itinéraire pratique avec le bitume. Et justement, le gouvernement est à pied d'œuvre pour bitumer les routes de Côte d'Ivoire et faciliter la vie aux usagers. Le directeur général de l'Agence de gestion des routes était récemment sur le terrain pour constater l'évolution des travaux sur certains axes. Pierre Demba s'est rendu sur l'axe Mankono-Tienenboué et l'axe Kani-Bundiali. Il s'est félicité de l'avancée des travaux, non sans exiger du bitume de qualité aux entreprises prestataires. Moussa Konaté. Des voies bien dressées. Mankono, la capitale de la région du Béri, a aujourd'hui fière allure, mais souffre encore de son enclavement. La ville n'est reliée à aucune localité environnante par le bitume. Dans la ville, là, il y a bonne route, mais ici, à Zonfla, il n'y a pas bonne route là-bas. C'est là aussi, il n'y a pas un petit village aussi. Entre ici et Abouaké, il n'y a pas bonne route. Tout est comme ça, il n'y a pas bonne route. L'isolement de Mankono, bientôt un lointain souvenir avec le bitumage de l'axe Mankono-Tienenboué. Long de plus de 55 km, les travaux démarrés depuis 2016 pour un délai de 26 mois sont en cours. Les évacuations des produits pour envoyer au sud, c'était très difficile pour nous, mais il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui qui nous anime parce que le bitume a démarré. Les choses sont en train de changer, il y a de l'espoir. Ça va permettre aux investisseurs de venir, ça va permettre aux banquiers de venir. Autre chantier, l'axe Kani-Bundiali. 135 km de bitume à réaliser en 32 mois. Les travaux ont démarré en juin 2017 sur ce tronçon pour faciliter les échanges entre les peuples Koyaka de la région du Ourodougou et Sénoufo de la région de la Bagouille. Les travaux d'aménagement et de bitumage des routes Mankono-Tienenboué et Kani-Bundiali sont visités par le directeur général de l'agence de gestion des routes. Il s'agit de s'enquérir de l'état d'avancement. J'ai visité ces mêmes chantiers il y a 4 mois et les messages que j'avais apportés donc à toutes les équipes, c'était donc de travailler selon la qualité requise, mais surtout de faire en sorte que les délais soient tenus. Ce que je peux constater, c'est que les choses avancent. Il y a quelques réglages qu'il faut faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs donc de délai, mais également de qualité. Donc je voudrais vraiment féliciter et encourager donc les équipes. Pour la réalisation de ces 2 routes, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont mobilisé environ 60 milliards de francs CFA pour l'axe Kani-Bundiali et 32 milliards de francs CFA pour Mankono-Tienenboué. Et outre l'état des routes, le gouvernement facilite également aux populations leur accès au logement. Désormais, le taux de crédit acquéreur passe de 9% à 5,5%, supportable sur un délai allant de 11 à 20 ans. Grâce au compte de mobilisation pour l'habitat, les intéressés pourront donc se faire financer par les banques au taux d'intérêt unique de 5,5%, y compris les frais d'assurance. Les précisions de Mamadou Konaté. Mamadou Kouassi. Le taux d'intérêt du crédit acquéreur des banques de Côte d'Ivoire passe de 9,5% à un taux unique de 5,5%. C'est ce que décide le gouvernement à travers la signature d'un document avec l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ce document fait partie des nouvelles conditions applicables au guichet du compte de mobilisation pour l'habitat. Et si les banques ont des difficultés, elles se retournent vers le compte de mobilisation pour l'habitat pour se refinancer à 2%. Donc l'un dans l'autre, le coût à supporter par la banque sera environ, il y a une marge d'environ 3,5%. Donc c'est pour vous dire vraiment que ce sont de très bonnes conditions. Maintenant nous allons demander aux banques d'ouvrir leurs guichets, d'assouplir leurs conditions et de faire en sorte que cette décision du gouvernement devienne vraiment une réalité. Selon le ministre en charge de la construction, ces nouvelles dispositions permettront à l'Ivoirien moyen de bénéficier de crédits bancaires afin de disposer d'une maison, chose qui devrait booster la politique de logements sociaux. Le gouvernement entend activer 4 leviers essentiels. Premièrement, la maîtrise, la sécurisation et la bonne gestion du foncier. Deuxièmement, l'industrialisation de la chaîne de production des logements. Troisièmement, le recours à des promoteurs plus performants avec des capacités techniques et financières avérées. Et quatrièmement, la dynamisation des instruments financiers dédiés au secteur de l'habitat, plus précisément le Fonds social de l'habitat, le compte de mobilisation de l'habitat et le compte des terrains urbains. Les responsables de banques et établissements financiers se disent satisfaits pour ces dispositions.
Ils entendent accompagner la population et les entreprises de construction dans l'atteinte des 150 000 logements sociaux pour la période 2016-2020. Une fois que ces conditions d'éligibilité sont respectées, les banques pourront bien entendu faire le crédit. Les banques feront donc le crédit à ce taux de 5,5% sur la période indiquée, c'est-à-dire de 11 à 20 ans. Le compte de mobilisation pour l'habitat est un instrument créé afin d'améliorer les conditions du crédit des ménages pour la cession à la propriété de l'habitat social et économique et de concourir au refinancement des crédits acquéreurs consentis par les banques et établissements financiers. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Je vous amène maintenant en France où s'est ouvert depuis hier le Salon de l'agriculture de Paris. Cette 55e édition attend 620 000 visiteurs sur la semaine. Le salon a donc démarré ce samedi pour s'achever le dimanche 4 mars prochain au parc des expositions de la Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire y est représentée par Mamadou Sangafoa Koulibaly, le ministre de l'Agriculture, et Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutique. Noël Niagno est notre envoyé spécial à Paris-Versailles, sans reportage. La 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, Versailles, c'est parti pour 10 jours. De ce 24 février au 4 mars prochain, les professionnels français et ceux venus du monde entier vont montrer leur savoir et leur savoir-faire dans le domaine agricole aux nombreux visiteurs français et ceux venus d'ailleurs. Les organisateurs estiment qu'ils seront pour l'édition 2018 environ 600 000. La Côte d'Ivoire, la locomotive agricole sous-régionale, a respecté la tradition. Elle est à ses rendez-vous avec ses deux ministères en charge des questions agricoles et des ressources halieutiques. Les différents messages aussi. Là, la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Un appel aux bailleurs de fonds pour le financement du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2. L'annonce du prochain salon des équipementiers du cajou au niveau des ressources halieutiques, le projet d'appui au secteur de l'élevage. L'innovation de la participation ivoirienne de 2018, le Conseil Café Cacao se met en vedette pour faire découvrir la cacaoculture aux enfants de la diaspora et à ceux des élèves de 2 lycées français. Une opération d'explication pour faire toucher du doigt les réalités de la performance agricole ivoirienne. Le cajou, la nouvelle spéculation aux multiples potentialités ne sera pas en reste avec là aussi la promotion tout azimut de la politique de transformation. Dernière innovation, la réponse grandeur nature de la politique de production de l'huile de palme sans détruire la forêt. Comme pour dire, voici comment nous produisions de façon responsable l'huile de palme. La sécurité maritime, une préoccupation pour la Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, le pays veut tirer toute l'expérience de l'expertise du Portugal en la matière. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a échangé hier avec son homologue portugais, José Lopez. Le témoignage de Michel Digré. Un patrouilleur de la marine portugaise dans les eaux ivoiriennes, le temps d'une visite d'amitié du ministre de la Défense du Portugal. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a pu découvrir les capacités de ce navire de guerre. Moins coûteux qu'une frégate, ce patrouilleur de 83 mètres peut s'adapter à tout type de mission en mer et ce en fonction des objectifs assignés. Surveillance des frontières maritimes, lutte contre le terrorisme et autres trafics en mer sont entre autres atouts de ce navire symbole de l'expertise du Portugal en matière de sécurité maritime. Une expérience dont veut s'imprégner la Côte d'Ivoire. Nos chefs d'état-major de la marine respective vont établir un calendrier de travail qui va permettre d'ouvrir des axes dans le cadre de la formation de nos marins, des échanges d'informations, des échanges sur la protection de l'environnement. Et également, la Côte d'Ivoire entend tirer tous les profits de l'expertise et de l'expérience du Portugal en matière de défense, spécifiquement maritime. J'ai transmis à Monsieur le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire notre gratitude du fait que la Côte d'Ivoire ait assumé la coprésidence du groupe des amis du Golfe de Guinée. C'est une grande responsabilité. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est l'un des États qui s'est plus engagé et dans cette question qui est fondamentale pour notre sécurité commune. Les deux pays s'engagent ainsi à intensifier
la coopération en matière de défense. Le ministre portugais José Lopes a invité à cet effet le ministre Ahmed Bakayoko à Lisbonne. 15 étudiants de l'École supérieure des mines et géologie ont reçu vendredi des bourses et du matériel informatique dans le cadre du Fonds à la formation minière. C'est un don du ministère de l'Industrie et des Mines et le coût s'élève à 35 millions de francs CFA. L'initiative vise à soutenir les étudiants et à surtout promouvoir la notion du genre dans cette filière. La cérémonie de récompense a eu lieu en présence de Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines, Nadia Idja et Cheikh Koné Aboubakar. Un ordinateur portable, un abonnement Internet de 1 an et une enveloppe de 500 000 francs CFA pour le cycle ingénieur et 250 000 francs CFA pour le cycle court. C'est le contenu de la bourse octroyée à chaque récipiendaire. Une récompense à forte portée pour ses bénéficiaires. C'est d'abord une immense joie pour nous de recevoir ce prix. Tout se fait actuellement par la technologie. Voilà, donc il nous fallait des matériels technologiques pour pouvoir travailler et c'est ce que le ministre vient de nous donner. Je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu cette bourse en ce jour. Elle est vraiment très importante parce qu'on se rend compte que l'État est prêt à nous soutenir si nous-mêmes nous sommes disposés à travailler. Chaque année, jusqu'à la fin de leur formation, ces étudiants verront leur bourse renouvelée à condition d'obtenir une moyenne supérieure ou égale à 13. Une façon de les emmener à redoubler d'efforts afin de développer leurs compétences et maintenir le cap d'excellence de l'école. Il faut qu'ils persévèrent dans cette voie afin que notre école puisse attirer davantage les meilleurs élèves de notre pays, mais aussi les meilleurs élèves de notre continent. Pour Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, le pari est plus grand. Il mise sur ces jeunes pour l'avenir du secteur minier ivoirien. Et notre ambition est encore d'aller plus loin dans ce domaine. Tous ces développements dans le secteur minier demandent des personnes compétentes pour pouvoir effectivement soutenir ce développement et ces investissements. Ce sont des sacrifices que vous consentez aujourd'hui, mais c'est pour construire demain. À la fin du cycle ingénieur, les étudiants les plus méritants bénéficieront de nouvelles bourses, cette fois pour des études à l'étranger. Un autre volet de ce fonds de formation minière. L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale des retraités et agents de l'État se rapproche de plus en plus des populations. Korogo a désormais son agence pour le bonheur des retraités et fonctionnaires des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. La toute nouvelle agence IPS Segrae de Korogo a été inaugurée vendredi par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Jean-Claude Kouassi et Bamadou Amadou Koné, le ministre des Transports, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le reportage de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo disposent désormais d'une agence de l'institution de prévoyance sociale Segrae, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Elle est l'engagement de cette institution d'être plus près des fonctionnaires et des retraités de Côte d'Ivoire. Elle est la manifestation de l'élan social de l'IPS Segrae qui s'est inscrite résolument dans la réalisation de la très haute et noble vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et dans le cadre de l'action gouvernementale contre la précarité, le dénuement et l'indifférence, d'assurer chaque jour davantage un mieux-être social aux populations. Dans cette partie du pays, ce sont 6 551 fonctionnaires et agents de l'État en activité et plus de 2000 bénéficiaires de prestations sociales qui bénéficient de cette agence à l'architecture moderne dotée de nouvelles technologies pour mener à bien toutes leurs opérations. Ils affichent leur joie. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche car de là, l'ouverture de notre nouvelle agence, cette cérémonie marque la manifestation de la bienveillance du gouvernement à notre égard. Un processus de proximité qui va se poursuivre, rassure la tutelle. Avec la mise en service de l'agence de Korogo, Segrae disposera désormais d'un réseau de plus de 12 agences et services de proximité pour le plus grand bien des bénéficiaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, les retraités, la veuve et l'orphelin. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre, peut dès lors faire apprécier les efforts consentis dans tous les secteurs par le gouvernement. Sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara,
président de la République de Côte d'Ivoire et la conduite de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, nous nous retrouverons encore et encore pour célébrer d'autres victoires sur la précarité et la pauvreté. Une visite de la nouvelle agence IPS Ségrae de Korogo a mis fin à la cérémonie. Prochaine étape, Mans. Direction Tiébissou, dans le village de Kwakwasikro, qui a désormais un nouveau marché couvert. Sa construction a nécessité plus de 10 millions de francs CFA et elle a été financée par la mutuelle de développement du village. C'est Henriette Conan-Bédier, la présidente de l'ONG Servir, qui l'a inauguré la semaine dernière en présence des autorités administratives, coutumières et des cadres du village. Le récit de Gabriel Zani. Kwakwasikro, ce village du département de Tiébissou, est en fête. Il a un nouveau marché inauguré par Henriette Conan-Bédier, un ouvrage dont la réalisation a été soutenue par la mutuelle de développement des cadres du village, une infrastructure de base essentielle pour les femmes de Kwakwasikro. Avec ce marché, nous les femmes, on peut vendre, avoir de l'argent et sortir de la pauvreté. Nous les femmes, on vend au dehors et ça ne nous arrange pas. Maintenant, le marché qui a été construit, ça va nous permettre de bien vendre et puis maintenant de s'occuper de nos enfants. Un marché couvert de plus de 10 millions de francs CFA est un projet structurant permettant les échanges commerciaux à Kwakwasikro sur un meilleur site. Autre acquis du village, cette broyeuse de 5 millions de francs CFA offerte par la présidente de l'ONG Servir. C'est le lieu également de témoigner publiquement notre reconnaissance et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Conan-Bédier, votre cher époux qui, en le paraphrasant le 7 avril 2012, à l'occasion de la fête de l'eau potable de l'électricité, dont il était illustre parrain, que c'était le début du développement du village de Kwakwasikro. Henriette Conan-Bédier a salué les initiatives de développement des cadres de Kwakwasikro. Mon général Gervais Kwaku, je voudrais vous dire merci de rejoindre vos frères sur le terrain du développement pratique. Après avoir rangé le képi de commandement que vous avez dignement porté pendant votre belle carrière dans les forces de la gendarmerie nationale. Nul doute que vous leur serez d'un appui important sur le long chemin du développement. En plus du marché, le château d'eau et le nouveau dispensaire de Kwakwasikro ont été visités par Henriette Conan-Bédier. Les acteurs de la santé sexuelle des adolescents et jeunes issus de 4 pays africains se sont réunis récemment ici à Abidjan. Pendant 4 jours, il s'agissait pour eux de trouver les moyens pour accélérer l'agenda des programmes d'éducation sexuelle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, partie du partenariat de Ouagadougou sur la sexualité des jeunes et des adolescents. Entre autres résolutions, les participants ont convenu d'engager les religieux et les familles dans la sensibilisation sur ce sujet qui est encore tabou. Le reportage de Serge Collier. Comment accélérer l'agenda des programmes d'éducation complète à la sexualité dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest? La question est au centre des échanges entre les acteurs de la santé sexuelle des jeunes et adolescents venus de la Mauritanie, de la Guinée, du Niger et de la Côte d'Ivoire. À l'issue des réflexions, tous ont convenu principalement d'impliquer davantage les religieux et les familles dans la sensibilisation. Parler d'éducation sexuelle complète ne doit pas être un tabou. Les parents maintenant doivent s'engager à cela parce que nous avons les nouvelles technologies de l'information qui nous dépassent et qui sont en avance sur nous, sur l'information qu'ils donnent aux enfants. Et cette information n'est pas toujours bien choisie. Il y a quelques réticences au niveau des leaders religieux et traditionnels concernant la sexualité, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension du concept. Et donc ceux qui ont adhéré, les leaders qui ont adhéré, on va les utiliser auprès des équipes pays pour amener les autres à comprendre le concept et à adhérer. Sensibiliser les jeunes et adolescents sur les avantages d'une bonne santé sexuelle, mais aussi leur faciliter l'accès aux programmes de santé et des droits sexuels et reproductifs. C'est pourquoi il a été aussi question pendant ces 4 jours d'appeler les différents gouvernements à veiller à la bonne mise en œuvre de leurs politiques élaborées en matière d'éducation complète à la sexualité.
Alors, nous avons donné des orientations spécifiques au pays. Les feuilles de route vont être peaufinées. Nous allons suivre d'abord la restitution de ces feuilles de route aux plus hautes autorités de ces pays. Il faudra un engagement du plus haut niveau pour qu'on ait une base solide et pérenne dans laquelle maintenant les pays vont pouvoir s'inscrire dans le développement de l'ECS. En Côte d'Ivoire, la sexualité mal maîtrisée des jeunes et adolescents est la cause des cas de maladies sexuellement transmissibles, de VIH-Sida et de grossesse en milieu scolaire, estimés à 5 900 pour l'année académique 2015-2016. La page culture de cette édition est axée essentiellement sur la double exposition sur l'histoire de l'astronomie et sur l'univers. Elle a lieu dans la commune de Marcory depuis le 16 février et ce jusqu'au 15 mars prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes amateur de sciences, car une vingtaine de tableaux sur l'histoire de l'astronomie et une quinzaine de photographies sur l'univers vous y attendent. Issa Chonayeo. Un deuxième vernissage pour mettre en exergue la science à travers des tableaux. Après l'exposition Jeux africains, une double exposition a lieu sur l'astronomie et sur l'univers. À travers 22 tableaux, l'histoire de l'astronomie enseigne sur des thèmes liés à l'espace et au principe d'action-réaction. Une histoire qui répond à toutes les craintes et interrogations sur l'espace. La seconde exposition, Explorer l'univers, montre la répartition des galaxies dans l'univers à travers 16 photographies et dessins. Depuis la nuit des temps, nos parents, nos ancêtres ont passé leur temps à regarder les étoiles. Et il faut savoir qu'au-delà des étoiles, nous avons d'autres choses, nous avons les satellites. Et aujourd'hui, si nous sommes sur cette planète, c'est grâce aux satellites qui nous protègent. Et donc, il est important aujourd'hui de s'intéresser à l'univers. C'est avec un plaisir que je partage en tout cas ma passion aussi de l'astronomie qui est née justement de mes différentes activités avec les enfants. Cette exposition est une occasion pour le public de se familiariser avec la science. Aujourd'hui, on a eu quand même une grande idée sur l'astronomie. On sait ce que c'est les fusées, mais on ne sait pas très bien les définitions. Les enfants nous ont appris et on espère que grâce à cette exposition, toute la galerie, toute la clientèle sera encore plus ravie. Cette deuxième phase de l'exposition Afrique Astral, conçue par le Centre national d'études spatiales, qui a démarré le 16 février dernier, prendra fin le 15 mars à Marcory. Un mot de sport, foot. Le Ghana a remporté la première édition de la Coupe des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B Dames en battant hier en finale la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 au stade Robert Champroux. Les Black Starlets ont remporté la Coupe grâce à un but précoce de Janet Ejir inscrit dès la 2e minute. Les Black Starlets remportent le trophée de la première édition du tournoi UFOA à l'issue d'une finale âprement disputée face aux Éléphantes. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce match. Les deux nations voulaient très vite afficher leur suprématie. Ce sont les Ivoiriennes qui amorcent une première offensive qui n'aboutit pas. À la 2e minute de jeu, sur un coup franc bien repris par Janet Ejir, les Ghanéennes surprennent la défense ivoirienne tétanisée et ouvrent le score 1-0. Les filles de Touré-Clémentine, cueillies à froid, vont dès lors durcir le jeu et se réveiller. Naï Estelle contrôle bien sur le côté gauche pour Esso Nadège qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Dans les dernières minutes de jeu, le stade est debout et espère une égalisation des Éléphantes. Zotenina et son groupe ont réussi à raviver la flamme de supporters chez plusieurs amoureux du ballon rond. Bravo les filles! Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Ce 25 février est une journée à haut risque en RDC. Le comité laïque de coordination appelle à une marche pacifique ce dimanche après la messe pour réclamer notamment le respect des accords de la Saint-Sylvestre alors que le mandat de Joseph Kabila s'est achevé en décembre 2016. Un rassemblement une nouvelle fois non autorisé par les autorités. Des forces de sécurité ont donc été déployées dès samedi dans la capitale Kinshasa. À Kisangani, la marche pour le respect des accords de la Saint-Sylvestre est déjà dispersée par la police par balles et gaz lacrymogènes. Et voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Notre invité est déjà installé, Monsieur Aboubakar Diaby, le président des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Avant d'entamer notre échange, je vous propose de suivre cet élément. Il est signé Jean-Louis Bongo.
En Côte d'Ivoire, dans les années 70, l'anacarde connaît aujourd'hui un développement certain au point d'être surnommé le cacao du Nord. L'une des principales raisons de ce succès, une hausse continue des cours et un prix brochant de plus en plus rémunérateur pour les producteurs. Aujourd'hui, vous pouvez constater que le producteur de noix de cajou vit dans de très bonnes conditions. Même ceux qui sont les plus éloignés vivent dans de très bonnes conditions parce que les prix qu'on n'avait pas connus depuis près de 20 années passées, aujourd'hui, les prix ont haussé et ça continue à être rehaussé. Preuve de cette embellie que connaît la culture de l'anacarde, l'on est passé entre 2014 et 2015 d'environ 100 000 producteurs à 165 000 avec une production de noix brutes évaluée à plus de 700 000 tonnes selon un chiffre du Conseil coton anacarde. Une ombre cependant au tableau, le faible taux de transformation. La transformation de la noix de cajou avait du mal à décoller pour diverses raisons, principalement pour des problèmes d'accès au financement, problème d'accès à la matière première compte tenu de la pression exercée par les structures venant d'Asie, notamment le Vietnam et l'Inde. La transformation locale, une révolution à laquelle adhèrent les exportateurs de cajou. L'objectif des Journées nationales des exportateurs de cajou qu'ils viennent d'organiser étant d'impliquer tous les acteurs dans ce processus. On est en train de travailler sur le problème afin que chaque exportateur aujourd'hui ait une petite unité de transformation dans son local. Je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, la plupart, sinon je dirais 50% des exportateurs nationaux seront un peu aussi des transformateurs. Le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures incitatives pour encourager l'investissement dans le secteur de la transformation locale de la noix de cajou. En ligne de mire, passer d'un taux de transformation actuel de moins de 10% à 50% dans les prochaines années. C'est un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Alors, vous êtes président de l'AECCI, l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Présentez-nous brièvement votre association et puis quelles en sont ses missions. L'Association des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire est une association qui a été fondée en 2010. Moi, je suis à la charge depuis 3 ans. Alors, l'ambition de l'association, c'est d'abord défendre les intérêts, mettre les acteurs ensemble pour qu'ensemble, nous assistons avec le gouvernement dans sa mesure de transformation de la noix. D'accord. Et quelle est aujourd'hui justement la noix? Quelle est aujourd'hui la place de cette noix, la noix de cajou, la place donc de l'anacarde dans l'économie ivoirienne? Le cajou aujourd'hui représente, après le cacao, après le pétrole, le 3e produit d'exportation. Pour la campagne passée, ça fait des revenus de près de 600 milliards pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un secteur en pleine expansion. Ça se passe très bien pour les acteurs. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, la volonté des acteurs, c'est de se mettre ensemble pour accompagner le gouvernement dans sa politique, pour faire du cajou un véritable levier de développement économique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et en termes de commercialisation, quelles sont les destinations de la noix? Les principales destinations sont le Vietnam, l'Inde. Le Vietnam et l'Inde où le produit est vendu en brut, la noix brute, c'est cela? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec les informations que nous avons, les deux grands pays de transformation sont l'Inde et le Vietnam. Oui, oui. Ouais. D'accord. Et quelles sont aujourd'hui les difficultés de la filière? Alors, la première difficulté des acteurs de la filière se situe au niveau du financement. C'est encore une filière qui n'intéresse pas trop les banques locales. La majorité des financements viennent de l'extérieur. Alors, le premier défi pour les acteurs aujourd'hui, c'est avoir un financement abordable, adapté aux différentes préoccupations des acteurs. Qui doit venir d'où? Un financement qui vient d'où? De l'État? Vous savez, c'est encore un secteur qui est prédominé par des expatriés. Et ces expatriés viennent avec le financement de l'extérieur. Alors donc, il y a ces expatriés qui travaillent en Côte d'Ivoire, mais aussi les acteurs locaux qui doivent lever les fonds avec les banques nationales, ce qui traîne. D'accord. Et que fait l'État dans tout cela? Alors l'État, de façon générale, a toujours été à l'écoute à travers le Conseil du coton et de l'anacarde. C'est pourquoi je profite de ce podium pour dire grand merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, au directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, qui, franchement, œuvrent inlassablement au développement de la filière. D'accord. Et à cela, il faut ajouter la fuite des produits vers l'extérieur, la fuite des produits, donc des exportateurs qui profitent de la porosité de nos frontières. Oui, le problème des frontières, vous savez, est un problème réel.
je crois que ça constitue un manque à gagner, non seulement pour l'État de Côte d'Ivoire, pour les acteurs enregistrés ici en Côte d'Ivoire qui opèrent dans la légalité. Alors c'est des clandestins qui profitent de la quantité énorme que nous produisons. C'est un problème qui existe depuis des années. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que les acteurs, cette année, ont décidé de travailler en synergie avec le Conseil du coton et de l'ANACAT pour dénoncer les fraudeurs. Et je pense qu'on aura moins de fuites cette année. D'accord. Est-ce que des mesures sont-elles prises pour vraiment freiner cela véritablement? Parce que qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement? Vous dites qu'avec le Conseil, quelque chose va être fait, mais concrètement? Vous savez, la question des frontières est une frontière délicate. Alors, je profite de ce micro pour demander encore plus d'efforts à l'État, qui fait déjà assez. Alors, vous savez, notre filière telle qu'elle est organisée depuis 2013, il y a eu beaucoup de réformes. Et le succès de ces réformes-là, on ne peut aller à l'aboutissement que quand la frontière est réellement contrôlée. D'accord. Alors, qu'en est-il de la qualité de notre cajou, le cajou de Côte d'Ivoire? Alors, à ce stade, pour la campagne passée, nous avons connu une bonne évolution. Vous savez, avant la réforme de 2013, la qualité moyenne de la Côte d'Ivoire était inférieure à 46. Alors, nous sommes allés à 47. Aujourd'hui, la qualité moyenne, c'est 48. On parle de qualité dans la noix de cajou. Alors, ça se mesure par un instrument qu'on appelle le KOR. Le KOR, en anglais, c'est le Kernel Output Ratio. Vous savez, c'est le pourcentage d'amande que vous avez sur un kilo d'échantillon. C'est ce que les transformateurs utilisent pour payer le produit, la noix brute. Quelle est la qualité supérieure? Si nous, on est à 48, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme effort? On a le Vietnam aujourd'hui qui est à 55. On a la Tanzanie qui est à 52, 54. On a la Guinée-Bissau qui est à 52. Nous sommes à 48. On était à moins de 46. Alors, il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait. Et je pense que dans les années à venir, nous serons en haut des 50. Au-dessus de 50, oui. D'accord. Et puis, ce qui est donc en train d'être fait pour son amélioration, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation des producteurs? Oui. Il y a récemment une plateforme qui a été mise en place, qui a sillonné le pays, qui essaie de conseiller les producteurs. Il y a l'association même des exportateurs qui, à travers les acheteurs, essaie à chaque année de passer des messages de sensibilisation. Parce que le départ, c'est le producteur. Si on veut faire une bonne qualité, il faut amener le producteur à comprendre ce qu'est la qualité et que la bonne qualité a un prix et que c'est ce prix que nous voulons capter pour lui. Bien sûr. Et il est de plus en plus question de réforme de la filière cajou en Côte d'Ivoire. Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous attendez comme changement dans ce secteur? Oui, je pense que la réforme a fait beaucoup de progrès, il faut le reconnaître. Nous avons enregistré beaucoup de progrès depuis 2013. Alors, il s'agit pour nous de consolider les acquis de la réforme. Aujourd'hui, on parle de transformation en Côte d'Ivoire. La transformation, c'est un sujet qui intéresse tous les acteurs de la filière. Mais comme je le disais tantôt, le premier défi à la transformation, c'est d'abord le financement. Et après le financement, c'est l'accès à l'équipement. Donc, vous avez une filière qui, au fil des années, était dominée entièrement à 90% par des exportateurs. Je pense que la politique actuelle du gouvernement est très bonne. Elle doit être inclusive. Elle doit être une politique qui amène les acteurs, je veux dire les exportateurs, à la transformation. Alors, si on le fait, je pense très tôt, on ira à 30 ou 50% de la transformation. Justement, vous parlez de transformation. En 2013, on avait évolué à 31 000 tonnes et en 2017, on était à 44 000 tonnes de cajou transformés avec 29 unités de transformation pour une capacité théorique de 109 000 tonnes. Mais à quand à peu près l'évolution de nos capacités de transformation ici? Parce que comme vous dites, nous on vend des produits bruts au Vietnam et autres qui sont à 55% de KOR, alors que nous qui sommes premier producteur mondial, on transforme encore moins de 16%. Je pense pour 2018, vous allez voir un accroissement du taux de transformation. Alors, la transformation, les subventions actuelles, les décisions de subvention du gouvernement sont de très bonnes décisions que nous approuvons en tant qu'acteurs. Alors, il y aura une évolution dans la transformation. Il faut surtout amener les acteurs. Et je profite d'ici pour dire qu'il n'y a pas de conflit entre la transformation et l'exportation. Nous avons un taux de croissance de la production qui est de 12%. Très bientôt, on sera au-delà d'1 million de tonnes. Donc 1 million de tonnes, on peut exporter des noix brutes, on peut transformer 50%
et il aura le plein emploi pour tous les Ivoiriens. Et tout le monde y gagne, et les Bien producteurs, sûr. les Bien transformateurs sûr. et les exportateurs. Bien D'accord. sûr. Les GINEC, les Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, viennent de refermer leurs portes. C'est quoi l'objectif d'un tel forum? L'objectif, c'est, vous savez, les GINEC, c'est un produit des acteurs de la filière. Alors, ça a commencé par les exportateurs, mais vous avez vu, pendant le forum, c'est tous les acteurs de la chaîne qui ont participé. Les noix de cajou, aujourd'hui, à la différence du cacao, il n'y a pas de bourse de référence. Alors, c'est un marché physique. Alors, un marché physique, l'instrument clé, c'est l'information. Et cette information, il faut amener les acteurs, les experts, les transformateurs de tous les pays, les consommateurs, sur le sol ivoirien pour discuter des challenges de la filière. Et si vous voulez, notre objectif à long terme, c'est de faire d'Abidjan la capitale mondiale du cajou. Oui, parce que nous sommes premiers producteurs. Bien sûr, avec 33% de part du marché. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites après ce forum, après ces quelques jours de rencontres où vous avez fait venir tout le monde entier, hein, le monde concerné en tout cas par le cajou. Oui. Quel est le bilan que vous en tirez? Vous êtes satisfait? Très satisfait. Très satisfait. Il y avait un monde affluent et c'était un temple de savoir, il faut le dire. Nous avons beaucoup appris. Moi, je suis dans la filière depuis 15 ans. J'ai appris des informations qui sont très intéressantes que nous allons mettre en œuvre. L'objectif pour nous, c'est d'augmenter la capacité managériale des acteurs locaux. Alors, les producteurs étaient là, ils ont compris ce qu'est la qualité. Alors, je pense à long terme, ça sera quelque chose qui va apporter beaucoup à notre pays. Et le terme de ces journées, c'était création de synergie entre les acteurs du cajou. Oui, création de synergie au niveau national. Alors, si nous voulons aller loin, il faut que les acteurs se mettent ensemble. Au niveau sous-régional, il faut que les pays producteurs se mettent ensemble. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Quelles sont les perspectives pour les 5 années à venir? 5 années de la filière cajou et pour les exportateurs. Les perspectives sont bonnes. Les 5 ans à venir, je crois que vous allez avoir des exportateurs qui sont dans la transformation. C'est quelque chose que nous connaissons. Vous savez, il y a 3 facteurs de la transformation qui sont très importants. L'approvisionnement, le coût de production et le marché final. Déjà, l'approvisionnement, nous maîtrisons ça. Le marché final de l'amande, nous maîtrisons ça. Il ne reste qu'à mettre une usine pour transformer. Et ça, nous avons besoin de l'assistance de l'État. Et l'État est prêt à vous accompagner? Bien sûr, bien sûr. Vous avez dit que cela va se faire incessamment? Oui. D'accord. Un dernier mot. Alors, je voulais profiter de ce podium pour dire merci, grand merci aux producteurs. Alors, vous savez, aujourd'hui, les producteurs de la Côte d'Ivoire sont des braves producteurs qui ont aussi le niveau de la production de la Côte d'Ivoire. Je parlais tantôt de la qualité 46, on parle de la qualité 48. Alors, il faut continuer le travail. Nous pouvons atteindre la qualité 50. À ce niveau, tout le monde va y gagner. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aboubacar Diaby. C'est la fin de ce magazine du dimanche. Merci donc d'avoir suivi ce 13h. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur la chaîne Kirassa. Merci.